Alors, avant de passer au prochain conférencier, on va vous passer un petit film. Il n'est pas long. Il dure 3 minutes à peu près, 3 minutes 40. Donnez-moi une petite minute pour céduler ça. Merci. Une déclaration commune qui est la suivante et qui s'intitule Champs électromagnétiques et santé. L'évolution darwinienne s'est faite en présence de champs électromagnétiques naturels. La magnétoréception est l'un des mécanismes biologiques permettant aux oiseaux migrateurs et aux abeilles de se diriger. Nul scientifique ne peut aujourd'hui affirmer que la couverture de nos territoires européens par de multiples champs électromagnétiques artificiels n'aura pas de retentissement majeur sur les comportements et la préservation de la faune. Les effets des champs électromagnétiques sur notre santé sont démontrés par l'observation clinique, de très nombreuses investigations toxicologiques et biologiques et certaines études épidémiologiques. Il existe aujourd'hui en Europe un nombre croissant de malades qualifiés d'électro-hypersensibles, devenus intolérants aux champs électromagnétiques. Bien que les mécanismes biologiques de l'électrosensibilité soient encore incompris, celle-ci est reconnue légalement comme un handicap en Suède. Nous, médecins, agissant en vertu du serment d'Hippocrate, nous, chercheurs, agissant au nom de la vérité scientifique, nous tous médecins ou chercheurs de différents États membres de l'Union européenne, affirmons en toute indépendance de jugement qu'existe un nombre croissant de malades devenus intolérants aux champs électromagnétiques, que cette intolérance leur crée un préjudice grave au plan de leur santé et de leur vie professionnelle et familiale, qu'on ne peut exclure chez eux l'évolution vers une maladie dégénérative du système nerveux, voire certains cancers, et par conséquent que ce préjudice nécessite d'être reconnu et réparé par les systèmes de protection sociale des différents États membres de la communauté européenne. Nous prévenons les pouvoirs publics qu'en l'état actuel de nos connaissances, on ne peut exclure qu'après une période d'exposition suffisante, cette intolérance puisse concerner aussi les enfants et donc être à l'origine d'un problème de santé publique majeur dans les années à venir, dans tous les pays utilisant sans restriction les technologies modernes faisant appel aux champs électromagnétiques. Malgré des connaissances scientifiques encore insuffisantes et même l'existence de controverses sur certains points, la communauté scientifique internationale est unanime pour reconnaître la possibilité d'un risque de santé publique présumé grave, requérant d'urgence l'application du principe de précaution. Faire le jeu de certains lobbies et brader l'existence même des problèmes de santé et d'environnement au nom d'intérêts économiques et financiers à court terme ne pourrait être que nuisible à l'ensemble de nos concitoyens. Je vous remercie. Nous vous remercions. Alors maintenant, on est rendu à notre deuxième conférencier. Permettez-moi maintenant de vous présenter M. Luc Forbeau, fondateur de Stoneham Refuse, qui, vous le constaterez, a un parcours professionnel hors du commun. Il a travaillé dans les domaines du pétrole et du nucléaire. Avec ses compétences à titre de scaphandrier, il a eu le privilège de faire partie de l'équipe Cousteau, à qui l'on doit la création du premier mouvement pour les droits des générations futures. Les compétences et la crédibilité de l'équipe Cousteau n'est plus à faire et ses préoccupations environnementales sont largement admises et reconnues à travers la planète. À sa retraite, en tant que scaphandrier, M. Forbeau s'est installé à Stoneham, où il est devenu secouriste à la station touristique. Au fil des ans, il s'est impliqué dans plusieurs dossiers environnementaux, notamment les gaz de schiste et la fracturation hydraulique, auprès de la Fédération québécoise des chasseurs et des pêcheurs. Il épouse bénévolement plusieurs autres causes environnementales, dont celle des compteurs intelligents.
Son expérience, ses compétences électriques et son engagement indéfectible sont des atouts majeurs à toute cause qu'il voudra bien défendre. M. Forbeau vous entretiendra plus spécifiquement des sujets suivants. L'augmentation fulgurante des niveaux moyens de densité des radiofréquences ambiants depuis les 20 dernières années. Comment circulent les émissions électromagnétiques dans un réseau maillé, la prise de position des compagnies de réassurance internationales et enfin la norme du Code 6 de Sécurité de Santé Canada complètement désuète en comparaison avec les autres pays. Alors, sans plus tarder, accueillons M. Luc Forbeau. Bien. Bonjour. Donc, juste un petit paragraphe concernant la vidéo que nous venons de voir. C'est ce qu'on appelle l'appel du 29 mars 2009. Ça a été fait lors d'un colloque à Paris, suite à une demande de beaucoup d'organismes de vouloir légiférer auprès de l'Assemblée nationale sur la dangerosité des champs électromagnétiques et des radiofréquences. C'était 2009, il y a à peu près 3 semaines de cela, l'Assemblée nationale française, en collaboration avec le Parlement européen, vient d'adopter une loi qui s'appelle la loi pour la sobriété, qui tienne en compte de façon légale l'hyper-électrosensibilité, c'est-à-dire qu'il va y avoir des fonds qui vont être alloués à la recherche dans ce milieu-là, sur les dangers des radiofréquences, et surtout, ce qui est important, c'est qu'on a banni les Wi-Fi des crèches, on a interrompu le fonctionnement des Wi-Fi dans les écoles élémentaires en dehors des périodes de pédagogie numérique, c'est-à-dire lorsque les enfants vont avoir à jouer sur Internet. Ce qui veut dire qu'en Europe, on va dire en Europe et en France plus particulièrement, on reconnaît la nocivité de ce qu'au Québec, on vous dit qu'il n'y a pas de problème. Le danger que représentent les radiofréquences, Hydro-Québec vous le dit, il n'y en a pas de problème. Alors que la moitié de la planète des pays industrialisés ont des normes extrêmement plus basses que les nôtres, et qu'il y a des médecins qui travaillent là-dessus, qu'il y a des refuges, voire même des hôpitaux qui ont été créés en Suisse pour protéger les gens qui sont hyper-électrosensibles, au Québec, le diagnostic d'hyper-électrosensibilité, vous l'avez vu peut-être si vous avez vu le reportage qui s'appelle La Facture il y a quelques jours, ça n'existe pas. Les gens qui sont malades ne sont pas reconnus au Québec. C'est vous dire qu'on part de très très loin. Voilà à quoi ressemble, ça c'est un petit dessin humoristique en fait, avec le petit logo d'Hydro-Québec sur la manche. Voilà à quoi un petit peu on pourrait se retrouver si éventuellement on ne met pas le haut là par rapport à ce qu'on va appeler bientôt un véritable scandale environnemental. Pourquoi ? En fait, il y a un monsieur qui s'appelle Alasdair Phillips, qui est un expert britannique internationalement reconnu et qui est le fondateur de PowerWatch, excusez-moi mon anglais, PowerWatch.org de Grande-Bretagne, qui a vu que les niveaux moyens de densité des radiofréquences ambiantes ont été multipliés par 1000 milliards depuis le siècle dernier. Quand je dis 1000 milliards, c'est-à-dire que nous autres, sur la planète, l'évolution s'est faite sur comme ils disent dans la vidéo, sur des champs électromagnétiques naturels. C'est-à-dire que la Terre émet un champ électromagnétique, le Soleil, plus particulièrement, on connaît ce que ça fait, les tempêtes solaires. Le vent même crée des champs électromagnétiques, la mer a un champ électromagnétique, mais l'homme, dans son progrès, dans sa technologie, a réussi à amplifier ces champs électromagnétiques et on est rendu à 1000 milliards au-delà de ce qui a été créé naturellement. Et ça, malheureusement, ça s'est fait dans le dernier siècle. Mais ce qui est intéressant, c'est que la majorité de cette hausse-là, majoritairement dans les zones urbaines, en campagne on est un petit peu plus protégé, mais dans les zones urbaines, la grosse majorité de cette augmentation s'est faite au cours des 20 dernières années, qui arrive en même temps que l'avènement de tout ce qui est la technologie du sans-fil, les portables, etc., les cellulaires, le Wi-Fi. Donc notre atmosphère, notre quotidien est saturé par les champs électromagnétiques. Si on devait les colorer, on ne verrait pas dans certains endroits de grandes villes au-delà de 1 mètre. C'est vous dire. Alors, je vais vous expliquer ce qu'est le réseau maillé par rapport à ce qui nous intéresse ce soir, c'est-à-dire les compteurs intelligents. Voilà le petit diapo qu'on vous donne, que Hydro-Québec vous transmet. Là, on voit des petits sauts de puces
d'un à l'autre, qui communiquent ensemble de façon unidirectionnelle. C'est-à-dire que de façon un petit peu simpliste, on voit que les compteurs communiquent les uns avec les autres. Ça va à un système de routeur qui envoie un système de relais qui ensuite s'en va à la centrale hydro qui collecte et c'est retransmis un petit peu partout sur le réseau. Ça, c'est dans un monde parfait. Surtout que les petits points, ils sont tout petits. Voilà à quoi ça ressemble pour de bon. Excusez-nous, la photo est un peu floue, mais ce qu'on s'aperçoit, c'est le compteur intelligent qui est en vert. Et à côté, on s'aperçoit que l'émission d'onde, c'est omnidirectionnel. Pour vous donner une image, vous faites tomber un petit caillou dans une flaque d'eau ou sur un lac, il n'y a pas de vent, vous allez voir un point, puis après des cercles qui vont s'éloigner. C'est exactement la même chose. La hauteur, c'est la fréquence, et la distance, c'est la plage. Donc, ce qui se fait, c'est exactement ça. On peut voir qu'en plus, comme nos poteaux électriques sont tous un petit peu placés de façon entre deux maisons, les compteurs se retrouvent vis-à-vis. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui a, par exemple, votre enfant, il a l'habitude de jouer entre deux maisons parce que sa cour de jeu ou sa balançoire est là, il est explosé doublement aux endroits. Et on voit quand même que c'est assez important. Ce qui fait qu'en conséquence, on se retrouve avec ça. C'est-à-dire que, vous voyez, un smog, ce qu'on appelle un smog électromagnétique, c'est-à-dire une saturation complète de l'atmosphère par un électromaillage. Alors, comment on en est arrivé là? Comment Hydro-Québec, au Canada en général, on peut avoir de telles normes que la loi les autorise? Vous allez voir souvent, je ne sais pas si Hydro-Québec va venir faire une petite soirée d'information. Vu le nombre que l'on voit ce soir ici, je présume qu'ils vont débarquer sous peu pour vous rassurer. Mais il faut savoir qu'en Amérique du Nord, nous avons la norme qui protège les gens au niveau des émissions des radiofréquences les plus permissives au monde. Mais surtout, en plus qu'elles sont permissives, c'est qu'en plus, toute la norme qui est soumise à l'exposition aux radiofréquences est basée sur un seul effet, l'effet thermique, le même effet que vous pouvez trouver dans un micro-ondes, c'est-à-dire l'échauffement des tissus qui sont générés par l'excitation due à un champ électromagnétique. Et là où le débat fait rage et que la France et l'Europe et d'autres pays, notamment la Chine, la Russie, l'Inde, ont commencé à mettre le haut là-dessus, on tient compte maintenant des effets physiologiques, c'est-à-dire toute la petite nuance qui va se faire au niveau de ce qu'on appelle l'électrochimie, au niveau de la cellule. Parce que vous savez, vous avez tous certainement suivi un électrocardiogramme ou un électroencéphalogramme, le petit oscillement de l'électrode qui va sur le papier, ce n'est plus ni moins que les impulsions électromagnétiques que votre cerveau donne. Ne pas vouloir comprendre qu'il y a un effet sur l'électromagnétisme de la cellule, de l'échange des cellules entre elles de façon électromagnétique, c'est vraiment dilatoire, c'est-à-dire que c'est un non-sens. Alors je vais vous montrer un petit tableau comparatif. Voilà. Le Canada, les États-Unis et le Japon, on est à 6 millions de microwatts au mètre carré. 6 millions. Si on prend l'exemple le plus bas, on est à 1000 en Autriche avec le décret de Salzbourg. Ce qui veut dire qu'en fait, si on regarde la Belgique, c'est ton laser, excuse-moi. Oh, pardon. Excuse-moi, ton laser. Ah, non, c'est pas ça. Ah. Allez, excusez, je découvre l'appareil en même temps que vous. Voilà. Enfin, on va faire appareil. Voilà, j'ai pas de laser, c'est pas grave. Donc, on peut voir qu'au-dessous, la France et la Grande-Bretagne, ça date quand même, ce tableau-là, quand même, date de 2010. Donc, il est un petit peu, pas obsolète, je dirais, mais un petit peu plus vieux. On voit que la Grèce elle-même est à 45% de la norme, la Belgique est à 16%, l'Inde, pourtant on veut dire que ce n'est pas un pays qui est... les gens travaillent, les pompes de sécurité, ça n'existe pas, ils ne mettent pas de casque quand ils travaillent sur les trucs, les gens portent à tout ça, il y a un taux de pollution qui est énorme, mais pourtant, eux, ils sont à 7,5% de ce que nous, on a le droit de tolérer. La Chine, on ne peut pas dire que la Chine, ils sont proactifs dans le milieu de la défense de l'être humain. La Russie, l'Italie, Israël, la Bulgarie, 1,6% seulement de notre norme à nous. On va aller voir la Suisse, où ils ont créé le premier hôpital pour électrosensibles par le projet pilote à Zurich, qui a coûté 5 millions d'euros. Ici, ça n'existe pas. Et on peut voir au milieu de tout ça, où c'est intéressant, c'est Toronto. Toronto qui est au Canada. Pourquoi? Parce qu'à Toronto, vous avez déjà un truc différent, c'est qu'une municipalité, ou on va dire, oui, une municipalité, une ville, a le droit de légiférer sur sa ville
en fonction de savoir si on peut avoir telle ou telle chose, alors qu'au Québec, on est soumis, par exemple, à Hydro-Québec, on peut ne pas, par exemple, refuser d'avoir une tour d'émission en plein milieu parce que c'est Hydro-Québec qui a jurisprudence là-dessus. À Toronto, c'est pas pareil. Toronto peut légiférer absolument sur n'importe quoi. S'ils veulent décider qu'un jour ou l'autre, il n'y a plus de tour hydro dans Hydro-Québec, il faut que d'hydro dans Toronto, ils sont capables de demander et d'imposer que ça soit enterré. C'est comme ça. Donc, à Toronto, vous avez quelqu'un qui s'appelle Frank Legg, et ce monsieur Frank Legg n'est ni plus ni moins que l'ancien président directeur général de Microsoft US et Microsoft Canada. Ce monsieur-là, dont la femme est tombée malade suite à une surexposition aux champs électromagnétiques, a réussi, grâce à un lobby citoyen, à faire adopter à Toronto cette loi-là, où on se tient seulement à 60 000 microwatts par mètre carré. C'est-à-dire, c'est énorme, c'est 1% de la valeur. On va aller à la Suisse, la Belgique, la Wallonie, on est à 0,4. Wallonie, pourquoi? Parce qu'eux, ils ont un statut un petit peu particulier. Le 0,4, c'est surtout pour les hôpitaux, les écoles. Ils sont allés vraiment en truc, ils disent vraiment, c'est nocif, et c'est les écoles qui sont les plus à risque pour les enfants. Et on finit évidemment avec le Parlement européen, qui a la recommandation ultime, qui sera de 1000 pour 0,016%. C'est-à-dire que là, c'est le seuil où il n'y a aucun effet physiologique. On est tous impactés d'une certaine façon. Le seuil, là, on est en train de travailler, les physiologistes sont en train de travailler pour savoir à quel seuil on commence à générer ce qu'on appelle un stress cellulaire qui fait que ça génère après une déstabilisation et que la cellule n'est plus capable de se régénérer, qui va après évoluer vers, si vous voulez, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais il va après évoluer vers un potentiel cancer ou du moins un stress cellulaire qui va aller vers une pathologie. Alors, Hydro-Québec, le gouvernement du Canada, puis toutes sortes de personnes qui vont décrier qu'on est des alarmistes, qu'on ne sait pas de quoi on parle et qu'on est des faiseurs de peur. Depuis 2010, les grands groupes de réassurance mondiales, tels que la Lloyds, la Suisse de Ré et l'Alliance, n'assurent plus les risques sanitaires liés aux ondes électromagnétiques. Ils ont établi un parallèle avec l'amiante. Alors là, moi, on vous l'a dit tantôt, je viens d'un milieu qui est assez particulier, où protocole il y a, c'est vraiment la plongée professionnelle, le pétrole, le nucléaire. Partout où vous baladiez, dans n'importe quelle petite pancarte, vous aviez un blason avec toujours Veritas et Lloyds. Ils assurent le risque, Lloyds notamment, assure le risque pétrolier, le risque nucléaire. Ils assurent le transport aérien, le transport ferroviaire, le transport maritime. Ils ont l'habitude de faire du cash avec la gestion du risque. Ces gens-là, ils ont un groupe qui travaille sur les risques émergents. Ils ont décidé, depuis 2010, ça fait loin déjà, de ne pas assurer les risques sanitaires. Ce qui veut dire que les gens, dans un endroit où ils ne veulent pas l'assurer, les assurances n'auront pas les capacités. S'il vient y avoir une épidémie, on va dire, de gens qui vont tomber trop malades, les assurances ne pourront pas couvrir ce risque-là. Et les gens vont se retrouver devant quelque chose qui ne pourra pas être remboursé. Et on peut dire ce qu'on veut. Moi, quand je suis arrivé ici au Québec, il y a en 1998, on trouvait des cigarettes dans les pharmacies. On pouvait fumer dans les hôpitaux. Maintenant, c'est interdit. L'amiante, c'était pareil. Moi, je connais des gens qui étaient des médecins, qui allaient dans des colloques sur les maladies respiratoires et qui ne savaient plus où se cacher parce qu'ils venaient du Canada et que le Canada reconnaissait que l'amiante, c'était inoffensif. Et qu'en fait, il y avait d'autres études qui montraient que ce n'était pas si dangereux que ça. Maintenant, c'est une certitude. On nous fait exactement le même discours. On vous dit, il n'y en a pas de danger, jusqu'au moment où on va dire, ben oui, tout compte fait, on s'est trompé. Mais en attendant, les gens qui seront restés derrière, ils seront là. Voilà. J'avais terminé. Alors, merci, M. Corbeau.